comment ça va? Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère même que vous allez très très bien. Moi ça va super bien, parce qu'on fait la suite de Back to the Retro Games. Et oui, là on va s'intéresser à la... Tu suis ou pas? Est-ce que tu suis? On est à la 4e génération de consoles. Allez, on perd pas de temps, on va remonter le temps. On perd pas de temps, on va remonter le temps, ça c'est original. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on continue notre voyage à travers le temps vidéoludique. Mais par contre, je tiens à préciser une chose importante. Je suis pas un gros dégueulasse qui se change jamais. Non. Là, j'ai tourné les 2 vidéos à la suite, hein. C'est pour ça que je suis habillé pareil. Je préfère préciser quand même, on ne sait jamais. Alors, on continue notre voyage à travers le temps. Mais si tu n'as pas vu la première vidéo où je parle de la génération 2 et de la génération 3 des consoles de jeux vidéo, je te conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Alors, normalement, ça se situe juste là. Voilà, juste là, il y a la petite notif. Je te conseille d'aller checker tout ça. Et du coup, nous, on continue. On passe à la 4e génération de consoles. Et on va commencer, bien évidemment, par une console Sega. Mais bien évidemment, la Mega Drive 2. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la toute première vidéo Back to the Retro Game, où je présente mes consoles sur lesquelles j'ai joué, j'avais dit une chose assez intéressante. J'avais dit que Sega, c'était le côté un peu plus cool par rapport à Nintendo, qui était un peu plus enfantin. On le retrouve notamment grâce à Sonic. Sonic est plus cool avec ses belles baskets, plutôt que Mario avec ses bottines, quoi. Tu trouves pas, non? Eh bien justement, ce jeu n'est pas un jeu Sonic. Il s'agit du jeu Cool Spot. Et ce jeu, je le trouvais vachement cool. La preuve, c'est écrit dans le titre. Ouais, je sais, elle est nulle, celle-là, quand même. En tout cas, ce jeu-là était vraiment incroyable et il était très très stylé pour l'époque. On incarne, alors accrochez-vous parce que c'est très original, on incarne la mascotte de la marque 7up, de boisson 7up. Ah non, ce n'est pas un placement de produit. Non. Cool Spot est un jeu vidéo de plateforme génialissime sorti en 1993. Le style est juste magnifique pour l'époque, surtout pour une console 16 bits, je tiens à le rappeler. L'animation est très réussie, fine et en avance sur son temps. En plus, le rendu il est un petit peu plus proche d'un dessin animé plutôt que d'un jeu vidéo quand même. Les graphismes et l'ambiance sonore sont méga soignés. Le gameplay, alors c'est pas une révolution pour le gameplay, mais il est très soigné et il propose quelques subtilités. Le joueur dirige Spot, donc comme je l'ai dit, une mascotte de la marque 7up, qui peut sauter ou tirer un nombre illimité de projectiles. Dans le jeu, Spot doit sauver ses amis emprisonnés à chaque fin de niveau, tout en éliminant ses ennemis qui lui barreront la route. Alors c'est pas un principe extrêmement nouveau hein, dans le mode aventure, c'est un truc assez classique. Alors ce jeu, il m'a tellement marqué, je me trouvais méga cool quand j'y jouais, alors que je tenais tout simplement une manette. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa. Mais non, c'est pas les Aristochats. Mais qui n'a jamais joué à cet incroyable jeu de Disney, Aladdin, sorti en 1993, un jeu de plateforme en 2D. Il était méga cool! Le joueur dirige un personnage qui peut sauter, donner des coups d'épée ou lancer des pommes. Ouais, c'est original. En tout cas, il avait un nombre limité de pommes parce qu'il fallait les trouver dans les différents niveaux. Et il y a même un niveau qui proposait de piloter le tapis volant d'Aladin. Pour l'époque, j'étais un gamin, moi j'étais trop content. Le jeu nous proposait également des stages bonus où on pouvait incarner Abu, le petit singe de Aladdin justement. Et il fallait attraper des objets qui tombaient du ciel en un temps vachement limité. Alors moi perso, je le trouvais super bien fait pour l'époque. Les graphismes sont agréables, les animations sont belles, les musiques pas dégueulasses. Pour moi, c'est l'un des jeux phares de la Mega Drive. Alors, en tout cas, c'est mon avis. C'est pas le tien? Tiens, dis-le dans la section commentaires si tu y as joué. Tu trouves pas qu'il est incroyable comme jeu? Évidemment, mais évidemment qu'on allait parler de Sonic à un moment donné, notre fameux hérisson bleu. Bah oui, Sonic rime avec Sega. Ça va de pair. Et le voilà, Sonic the Hedgehog. Désolé pour l'accent anglais. Sonic the Hedgehog 2, sorti en 1992. Encore une fois, par rapport à Mario, Sonic, je trouvais qu'il était vachement plus cool, vachement plus stylé que Mario. Je sais, je me répète, mais cette couleur bleue, cette belle couleur bleue, ces baskets, comparé à Mario et ses champignons, y a pas photo quand même.
Est-il vraiment nécessaire de présenter ce jeu? Ah non, je dirais que non. Mais bon, on va en parler quand même. Alors, pas de grosse révolution dans ce Sonic numéro 2. Non, en fait, il reprend à peu près la même mécanique que Sonic 1. Et pourtant, il y a quelques petits changements. Les petits changements, je devrais plutôt dire gros changements, parce que pour la première fois, on pouvait jouer à deux, parce qu'il y avait Tails, l'ami de Sonic. Et on pouvait même devenir le Super Sonic. Et ouais, rien que ça. Chose assez intéressante, c'est l'un des rares jeux vidéo à avoir bénéficié d'une sortie mondiale sur la Mega Drive. Bon, toi-même tu sais, c'est une licence incroyable de Sega, et malgré que ce soit pixelisé, normal pour l'époque, quand on voit des images du jeu, on a envie d'y rejouer. Pas toi, ça te fait pas pareil? Et voilà, ça conclut les jeux sur la Mega Drive 2. Mais si on allait voir ce qui se passait à la concurrence, c'est parti. Et oui, évidemment, la Super NES. Et le jeu que je vais vous parler, je crois que je suis l'une des rares personnes sur Terre à y avoir joué. En tout cas, ça me parle pas les autres. Il s'agit de Claymade. Ouais, alors dans les commentaires, si tu as déjà joué à ce jeu-là, je serais vraiment intéressé. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui ai joué à ce jeu-là. Alors je sais pas si c'est bien clair le fait que je mette comme ça, si vous voyez bien la pochette. En tout cas, vous voyez le logo en bas à gauche. Alors ce jeu vidéo-là, j'y ai passé mais un temps mais infini, franchement. Tout ça pour aller jusqu'au niveau 4. Ouais, 4, j'étais vraiment pas doué. Mais pour ma défense, encore, comme la précédente vidéo, les jeux à l'époque, ils étaient beaucoup plus durs quand même. Allez, s'il te plaît, dis pareil, dis comme moi, s'il te plaît. Je me sentirais moins bête. Alors, Claymate est un jeu vidéo sorti en 1993. Alors, l'histoire est pas révolutionnaire non plus. En fait, le professeur Potty, nom original en fait, père du jeune garçon Clayton, celui qu'on incarne, a inventé une potion pour transformer la pâte à modeler en animaux. Mais le sorcier Jobo, ouais, des noms toujours aussi originaux, hein, franchement, kidnappe le professeur ainsi que la potion devant les yeux de Clayton, le petit gamin, et il le transforme en une boule de pâte à modeler bleue. En fait, Clayton, il est très limité dans cette forme-là parce qu'il peut seulement rouler, bondir et projeter un point, c'est tout ce qu'il peut faire. Principe original du jeu, c'est que Clayton peut se transformer en 5 animaux différents pour progresser dans sa quête. Chacun de ces 5 animaux est en pâte à modeler et a des habilités un peu spéciales en fait, des caractéristiques spéciales. Il y a Ozzy, une souris grise décrite comme pouvant courir plus vite que Sonic. C'était un peu pour faire concurrence à Sonic ça quand même. Il y a également Muxter qui est un chat rouge, Globemaster, un rat à poche marron, Dodo, un canard vert, et Goopy, un poisson violet. Encore une fois, chacun, ils ont des caractéristiques différentes. Même si vous connaissez pas le jeu, je trouve ça le principe hyper innovant de pouvoir changer de personnage au fur et à mesure. Tu trouves pas que c'est innovant? Bah ouais, je savais qu'on était sur la même longueur d'onde, toi et moi. Splendide! C'est le mot exact qui reprend ce jeu qui est drôle, avec un humour vachement décalé, des graphismes très sympathiques. Mais oui, bien entendu, on va parler de The Mask, l'adaptation du film en jeu vidéo, sorti en 1995 sur la Super NES. Honnêtement, quand vous voyez ces graphismes, il est beau quand même pour l'époque, il est hyper beau. On incarne donc le personnage Stanley Ipkiss, et on doit parcourir plusieurs lieux du film en fait, allant de son appartement, de la banque, du parc, de la prison locale, bref. Plusieurs niveaux que l'on retrouve également dans le film. Tous les personnages que l'on rencontre en tant que boss sont des personnages tirés du film. C'est un beau clin d'œil quand même. La plupart des mouvements du personnage The Mask ont déjà été exposés dans le film, comme le coup de tornade, ou pourquoi pas sortir un gros marteau, ou pourquoi pas encore les grosses armes. Bon, vous en doutez bien, je n'ai jamais été au bout du jeu. Ouais, je sais, j'étais pas doué, mais encore une fois, pour ma défense, c'était plus dur. Hein. J'utilise un peu trop cette excuse-là. Mais c'était beaucoup plus dur. En tout cas, j'y passais des heures et des heures à refaire tout le temps les mêmes niveaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde en plus. Eh bah ouais, c'était comme ça, on recommençait tout le temps. Wouhou! Bah oui, bien évidemment. Tout comme Sonic et Sega, on peut pas parler de Nintendo sans Mario. Eh bien le voici. Super Mario All-Star, sorti en 1993. Let's go! Jeu vidéo compilant les 4 jeux de la série Super Mario. Quand même, en 1993, il y a déjà eu 4 jeux de Mario. C'est remarquable quand même, non? Dans cette version, les graphismes et les musiques ont été sensiblement améliorés.
Normal, on passe sur une console 16 bits par rapport à l'époque avec la NES. Et enfin, une nouveauté qui fait extrêmement plaisir, on peut sauvegarder sa partie. Mais c'était révolutionnaire pour l'époque, ça vous semble tellement banal maintenant. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Quelques éléments du gameplay ont été légèrement modifiés, comme par exemple les sauts et autres accélérations. Et il y a eu également de nombreux bugs qui ont été corrigés pour le coup, notamment le fait de pouvoir traverser les murs dans Super Mario Bros. Bah dans celui-là c'est fini. Le succès de cette compilation en fit l'un des premiers million sellers sur la Super Nintendo. Et il fut l'un des jeux les plus vendus sur cette console. Attention, accrochez-vous, il s'est vendu à 10,55 millions d'exemplaires. C'est renversant. Quand même, ça rappelle d'excellents souvenirs, non? Pour tous ceux qui ont joué. Tiens d'ailleurs, si on devait compter le nombre de champignons que vous avez ramassés, le nombre de pièces, ça ferait combien tout ça? Je suis sûr que ça en fera un beau paquet, parce qu'on y a passé des heures sur ces jeux-là. Et ça conclut les jeux sur la fameuse Super Nintendo. Super Nintendo que je vous avais parlé justement dans la première vidéo Back to the Retro Game. Je vous avais dit que dessous, il y avait un emplacement un peu bizarre pour ajouter une extension pour avoir des CD. Vous savez comment il s'appelait le projet à l'époque? Non? La Super Nintendo PlayStation. Et ouais, c'est grâce à cette association qui n'a jamais vu le jour en fait, que Sony s'est lancé dans le monde du jeu vidéo. Vous vous rendez compte, c'est de l'époque de la Super Nintendo, ça date quand même. Allez, passons à la console suivante maintenant, et on va aller faire un tour sur les consoles portables. Toujours de 4ème génération. Évidemment, la première Game Boy, la Game Boy grise. Alors attendez-vous à voir là des licences que l'on connaît sur le bout des doigts, des licences hyper connues. Ah mais bien évidemment, bah oui, on est obligé de parler de cette licence. Tetris bien entendu, Tetris c'est associé à la Game Boy. Alors je suis pas sûr qu'on voit bien la pochette du jeu de la petite cartouche, parce que bon je suis un peu loin, mais on est obligé de les associer tous les deux, ils vont de pair. Et je vous rappelle que Tetris est sorti en 1990. Inutile de rappeler le principe du jeu, mais je vais quand même le faire, rien à foutre. Le but était de réaliser des lignes avec des pièces qui tombaient au niveau du dessus, et on devait réaliser des lignes et marquer le plus gros score. On pouvait déplacer les pièces horizontalement, les faire tourner. Tant qu'elles n'avaient pas touché le bas de l'écran, on pouvait toujours les manœuvrer. Si les pièces arrivaient tout en haut de l'écran, on avait perdu et on obtenait donc notre score. Et encore une fois, le but du jeu c'était de faire le plus gros scoring. C'est quand même le premier jeu compatible avec le câble Link, un accessoire qui permet à deux Game Boy de se relier pour jouer l'une contre l'autre. C'est le tout premier jeu à avoir fait ça. Cette version est la plus populaire de Tetris sur console, avec plus de 30 millions de ventes dans le monde entier. Et il faut savoir que le jeu était inclus avec la Game Boy lors de sa sortie en 1989 et est présenté comme un atout marketing, puisque le jeu se veut simple et adapté à cette nouvelle plateforme de jeu. C'était la nouveauté des consoles portables pour l'époque. Et les musiques, mais les musiques, quand on les entend tout de suite, on pense à ce jeu. C'est quand même incroyable l'impact qu'il a sur nous. Ce jeu est clairement une référence pour la Game Boy. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Je me tape la honte là quand même. Alors à la base, il n'y avait que deux versions. La version bleue qui est ici, où l'étiquette est bien usée, comme quoi je l'ai bien rodée. La version bleue donc représentée par Tortank, et la version rouge représentée par Dracofeu. Toutes les deux étaient sorties en 1999. Et un peu moins d'un an après, il y a eu également la version jaune, la version avec Pikachu. Alors pareil, il a vécu un peu, l'étiquette s'efface un peu. Ça se voit pas bien à la caméra, mais je vous le garantis. Alors pour la petite info, là c'est vraiment ma life, hein, je vous explique ma life. J'avais la version bleue, je l'ai finie, je l'ai intégralement finie. Mais quand la version jaune est sortie, il me la fallait absolument. Alors que la version jaune n'apportait rien de nouveau dans l'histoire. On avait juste Pikachu qui nous suivait, mais l'histoire était exactement la même. Mais non, il me la fallait. Donc j'ai tout fait pour l'acheter, alors que c'était exactement le même jeu. Quand même, Game Freak qui a développé le jeu, bravo, c'est un très bon coup marketing. Tout ça pour pouvoir faire comme Sacha dans le dessin animé, avoir Pikachu qui nous colle au basque. Mais ça changeait rien pourtant. Premier jeu vidéo de rôle de la série Pokémon. Le joueur contrôle le personnage principal en vue aérienne et le dirige dans l'ensemble de la région fictive de Kanto.
Son but est bien évidemment de capturer et d'entraîner et de faire combattre les Pokémon afin d'obtenir le titre suprême de Maître Pokémon. Et pour être le maître absolu Pokémon, il fallait capturer les 150 Pokémon disponibles et remplir son Pokédex. Et Nintendo a par la suite fait une annonce de l'existence du 151e Pokémon, un Pokémon assez secret puisqu'il s'agissait de Mew. Les versions rouge et bleu sont quasiment identiques, la seule différence réside dans la présence ou l'absence de certains Pokémon, de sorte qu'il est nécessaire pour un joueur cherchant à obtenir tous les Pokémon de réaliser des échanges avec le câble Link. Un beau coup commercial ça aussi. Les jeux connaissent une très grande popularité, dans les pays développés notamment, et deviennent les premiers produits d'une licence qui deviendra en une dizaine d'années la deuxième plus grosse franchise de l'histoire du jeu vidéo après Super Mario. Et pour info, en 2009, les jeux sont entrés dans le livre du Guinness Record en tant que meilleure vente de RPG sur Game Boy et meilleure vente de RPG de tous les temps, avec un total de 30,38 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Ah, on y a passé des heures et des heures à jouer à Pokémon, à entraîner nos Pokémon, et une fois qu'on avait capturé Mewtwo notamment, on savait plus quoi faire. Je sais pas si ça vous faisait pareil, mais moi une fois j'ai capturé Mewtwo, refaire la ligue Pokémon une fois, après je me détachais du jeu. C'est bizarre quand même, non? Le prochain jeu, star de Nintendo, une star incroyable. Et surtout, dans la série des Super Smash Bros, c'est toujours lui qui s'en tire, à croire qu'il est méga fort par rapport à tous les autres. Il s'agit de Kirby, avec Kirby Dream Land sorti en 1992 sur la Game Boy. J'étais méga fan de Kirby, mais quel plaisir d'avaler ses ennemis et de pouvoir changer de pouvoir comme ça, à volonté. Jeu de plateforme, et surtout première apparition de ce personnage. Oui, ce que vous regardez, il s'agit bien du tout premier Kirby. En fait, ce personnage il a été conçu sur demande de Nintendo qui voulait un jeu qui peut plaire à tout le monde. Kirby peut marcher, sauter et n'est pas armé, mais comme je l'ai dit, il peut avaler des ennemis et des objets, et les lancer pour les utiliser comme armes, et ainsi tuer ses ennemis. En avalant de l'air, Kirby grossit de volume et peut même voler et atteindre des objets des endroits inaccessibles. On peut aussi ramasser, je dirais plutôt avaler, certains objets. Par exemple, si Kirby avale un plat épicé, il peut attaquer ses ennemis avec des flammes sortant de sa bouche. Ah bah oui, ça fait mal hein, quand même à la langue. Après, ce jeu avait quand même un très gros inconvénient. En fait, il était trop facile. Et c'était rare pour l'époque un jeu aussi facile. Pourquoi il était aussi facile? C'est parce qu'il devait être accessible à un grand public en fait, à un grand nombre de personnes. Bon, ce qui est pas mal, c'est que quand on finissait le jeu, on pouvait avoir le mode difficile. Mais bon, souvent on avait la flemme de recommencer l'histoire. Et voilà, ça conclut pour la Game Boy, en tout cas, les jeux qui étaient assez marquants pour moi. Mais voyons voir qu'est-ce qui se passait à la concurrence. Je vous rappelle qu'il y avait la guerre entre Sega et Nintendo à l'époque. Et oui, la Game Gear. Alors, ça me fait rire parce que dans la précédente vidéo, dans la première vidéo Back to the Retro Game, où je présentais les consoles, je disais Game Gear. Et notamment, Kevas a remarqué que je disais Game Gear et non pas Game Gear. Et il disait, bah, Metal Gear Solid, tu le dis Gear, tu dis pas Gear. T'as pas faux mon Kevas, t'as marqué un point sur ce coup. Alors je n'ai pas énormément joué à la Game Gear, j'y ai même très peu joué. Je vous rappelle que c'est une console portable sans être trop portable, parce qu'il fallait 6 piles qui duraient pas très longtemps, donc il fallait la brancher à un secteur. Mais il y a quand même un jeu qui m'a marqué sur cette console. Bien évidemment, il s'agit de Sonic. Et la grosse différence qu'il y avait entre la Game Boy et la Game Gear, là c'était en couleur quand même, c'était plus agréable. Donc, Sonic the Hedgehog, sorti en 1991. Non, vous moquez pas de comment je prononce Hedgehog. Bon, Sonic 1, voilà, ça va plus vite. Sorti en 91. Il s'agit du premier numéro de Sonic, et pour la première fois, on voit l'hérisson bleu, qui est là justement pour faire concurrence à Mario. Et pour la première fois, on voit le Dr Robotnik, justement, que l'on doit affronter. Sonic créé par le studio Sonic Team de Sega, à la suite d'une demande de ce dernier pour la conception d'une mascotte, parce qu'ils avaient rien à l'époque, à part peut-être Alex Kidd, mais à part ça, ils avaient rien pour concurrencer Mario, donc il fallait un personnage qui impose. Et c'est comme ça qu'on a vu l'arrivée de Sonic.
Le titre est un franc succès et permet la production d'un bon nombre de suites et permet à Sega d'accéder au statut de l'une des plus imposantes sociétés vidéoludiques dans l'histoire des consoles 16 bits. Les musiques, les animations du personnage, les ennemis, bref, le jeu est méga cool. Et surtout, pouvoir courir aussi vite dans un jeu vidéo, mais c'était renversant pour l'époque. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo qui conclut la 4e génération de consoles. Alors surtout, si ça vous a rappelé des petits souvenirs, n'hésitez pas à les écrire dans le commentaire. Et bah ouais, vous le savez déjà, mais obligé, je le rappelle, je crois que c'est le bon moment pour, si tu as aimé la vidéo, bah la liker, la commenter, la partager. Et pourquoi pas s'abonner à la chaîne Vinka en activant la petite cloche, comme ça tu auras la suite justement de Back to the Retro Game, avec la 5e génération de consoles. On se retrouve très vite pour la suite de Back to the Retro Game, mais aussi pour des prochaines vidéos gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. En attendant, écoutez, portez-vous bien, éclatez-vous bien, geekez un petit peu, jouez à des jeux rétro, bref, profitez de la vie. C'était Vinka, ciao. Bye bye.